à tous, merci de choisir Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les travaux du 10e Congrès national de la route se sont ouverts ce lundi à Al-Husseima avec la participation de plus de 700 personnes, dont des experts nationaux et internationaux. Les détails dès le début de ce journal. C'est une question d'actualité brûlante. L'immigration clandestine et ses enjeux sont au cœur des débats dans le cadre d'un séminaire international organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. À travers l'Union des mosquées de France, la communauté marocaine représente une grande force de proposition. Elle défend un modèle salué de tous bords, celui d'un islam tolérant et du juste milieu. Un reportage à suivre dans ce journal. À la une de l'actualité nationale, le 10e Congrès national de la route, ses travaux se sont ouverts ce lundi à Al-Husseima avec la participation de plus de 700 personnes, dont des experts nationaux et internationaux. Les travaux vont durer 3 jours, une opportunité pour les spécialistes routiers de se parler, de renforcer leur collaboration et de discuter des tendances innovatrices dans le secteur des routes. Deux thématiques principales sont débattues pendant cet événement. Les défis de financement et la gouvernance également. C'est un reportage de Mehdi Mouhib sur un commentaire d'Iman Ablou. Plus de 700 congressistes marocains et étrangers, experts nationaux et internationaux, le 10e Congrès national de la route est un rendez-vous de l'innovation qui se tient pour la première fois à Al-Husseima. Tout un symbole. Cette manifestation prend place ici à Al-Husseima, ce qui dénote d'une grande symbolique eu égard à l'histoire ancienne et contemporaine de la province. Nous souhaitons ainsi faire passer un message, celui de l'importance et de l'intérêt que revêt cette ville et toute la région. Un événement d'envergure de 3 jours, des tables rondes sur le réseau routier, le développement régional, l'encadrement des professionnels de la route, des défis qui s'articulent autour de 2 grandes thématiques. La thématique financière, parce qu'il s'agit d'une thématique qui revient tout le temps, et une thématique de gouvernance, parce que quand on parle de thématique de gouvernance, nous sous-entendons bien sûr que ces routes, que ces autoroutes, que ces routes express soient bien sûr prises en charge dans leur maintien, dans leur préservation. Le 10e Congrès de la route est également placé sous le signe du développement durable et de la coopération sud-sud. L'expérience marocaine dans le secteur inspire beaucoup de pays du continent. C'est une expérience louable. Et on vient vraiment s'enquérir de ce qui se passe pour mieux apprécier. C'est de bonne guerre pour plus tard pour nous autres. Au programme de cette première journée, la signature de 11 conventions de coopération entre des départements publics et privés, avec l'ambition de relever les défis auxquels fait face le réseau routier au Maroc. Le secteur revêt une importance capitale à l'échelle nationale. Il emploie plus d'1 million de personnes et représente près de 6% du PIB du Royaume. En collaboration avec la gendarmerie royale, la marine royale a fait avorter une opération d'émigration clandestine à partir de la plage de Martil. Un communiqué de l'état-major général des forces armées royales explique que l'unité combattante de la marine royale opérait en Méditerranée et qu'elle a procédé dans la nuit de samedi à dimanche à des poursuites d'une embarcation de très grande vitesse qui tentait de rejoindre la plage de Martil pour récupérer des candidats à l'émigration clandestine. La coordination entre cette unité et 2 embarcations rapides de la gendarmerie royale l'ont contrainte à prendre la fuite vers le large. Aucun candidat à l'émigration clandestine n'a pu être embarqué. Et justement, en liaison avec le fléau de l'immigration irrégulière, notez qu'un séminaire international se tient au complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l'enfance de Bouznaiqa. Et cela pour débattre de la question et de ses enjeux. Il est organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Hassan Tabahi et Souad Nached. Mare Nostrum, notre Méditerranée supposée être synonyme de sérénité, s'est transformée en cimetière marin pour des jeunes Africains. À bord d'embarcations de fortune, ils bravent le danger pour atteindre l'hypothétique Eldorado européen. La lutte contre ce fléau requiert une approche globale et des solutions pertinentes.
s'agit d'une opportunité pour discuter les voies et les pistes possibles pour l'inclusion économique et sociale des jeunes dans leur environnement africain et pour limiter ce fléau de l'immigration avec tout ce que cela implique comme manque à gagner pour l'Afrique. À ce fléau, ce séminaire de 4 jours se propose de rechercher des remèdes, identifier des pistes de réflexion sur les différents enjeux et défis. Ils sont d'ordre politique, économique et social. Et voir les diversités de solutions que les pays ont su adopter, mais surtout des solutions, qu'est-ce que ces solutions interpellent au niveau des États. Parce que pour d'autres, c'est des questions d'emploi, pour d'autres, c'est des questions de gouvernance, pour d'autres, c'est des questions de malaise. Pour d'autres, les conséquences que ça amène à des attitudes d'intolérance, des attitudes de radicalisme et d'autres effets. Donc ce sujet est tellement important que nous avons jugé utile, avec d'autres organisations partenaires, de mutualiser nos efforts. Le Maroc est un pays quand même qui est devenu un pays de transit des jeunes migrants qui veulent traverser la Méditerranée et à défaut ils sont restés ici sans perspective et nous avons voulu nous réunir au Maroc pour parler des conditions qui peuvent être prises dans les pays pour quand même arrêter l'immigration clandestine de la jeunesse. Riche en symboles, cette cérémonie de remise de chèques à 8 jeunes Marocains ayant bénéficié d'un financement accordé dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes initié par la tutelle. À Kénitra, un sinistre s'est déclaré dans une usine de production d'articles sanitaires. L'incendie a été précédé par des explosions de réservoirs de gaz butane et des flammes. Et les flammes se sont ensuite propagées à une autre usine située à proximité. D'importants moyens ont été mobilisés par les autorités locales pour maîtriser l'incendie. 2 blessés graves ont été évacués à l'hôpital provincial de Kénitra. L'un d'eux a été ensuite transféré au CHU Ibn Rushd de Casablanca. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale après les averses orageuses, cette journée sur certaines zones. Demain encore, mardi, une forte vague de chaleur intéressera plusieurs provinces du royaume avec des températures allant de 36 à 41 degrés. Cela concernera Boujdour, La'youn, Oued Dahab, Taroudan, Agadir, Idaoutanen, Inzgan, Ait Melloul, Ouazen, Sidi Ben Nour, Sidi Slimane, Taounet, Youssoufia et l'Haraïch. Le sommet de la paix Nelson Mandela a ouvert ses travaux au siège des Nations Unies pour marquer le centenaire de la naissance du premier président élu démocratiquement par l'Afrique du Sud. Lors de ce sommet, les 193 États membres de l'ONU devront adopter une déclaration politique qui a été rédigée tout au long de cette année. Le texte déclare la période 2019-2028, décennie de paix Nelson Mandela. Il appelle tous les dirigeants mondiaux à rendre l'impossible possible et à redoubler d'efforts pour poursuivre la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits de l'homme. Et parlons météo encore, les caprices de la météo ont fait dans notre région du Maghreb 5 morts et 1 disparu. Et des dizaines de sans-abri. C'est le bilan des intempéries qui ont secoué le nord-est de la Tunisie. La plupart des routes sont toujours impraticables car endommagées. Des renforts ont été déployés dans différents gouvernorats de ce pays pour gérer la situation. De nombreux habitants estiment que la mauvaise gestion des systèmes d'écoulement d'eau a accentué les dégâts de cette pluie record, la plus intense d'ailleurs jamais enregistrée dans cette région tunisienne. En réaction à la destruction récente par erreur d'un avion russe par son allié syrien au moment où des chasseurs israéliens étaient en incursion dans la zone, le président russe a décidé de renforcer les capacités de défense du régime syrien. Moscou a annoncé effectivement ce lundi la prochaine livraison de batteries anti-aériennes, livraison décidée en 2010 mais retardée en raison de l'opposition d'Israël. Ces systèmes de défense anti-aérienne
aériennes sont capables d'intercepter des appareils sur une distance de plus de 250 km et peuvent frapper en même temps plusieurs cibles dans les airs. Un jeune Palestinien a été tué hier à l'est de Gaza. Il a été tué d'une balle dans la tête suite au tir des soldats israéliens. Ces derniers ont violemment réprimé une nouvelle manifestation tenue par des centaines de Palestiniens pour réclamer la levée du blocus israélien et le droit de retour à leur terre. Au moins 190 Palestiniens ont péri pour rappel dans les tirs des soldats israéliens depuis le 30 mars, date du début de ces manifestations près de la clôture dite de sécurité érigée par Israël sur le territoire palestinien. Le grand chantier de l'Organisation de l'Islam de France avance dans la bonne direction. À travers l'Union des mosquées de France, la communauté marocaine représente une grande force de proposition. Elle défend un modèle salué de tous bords, celui d'un islam tolérant et du juste milieu qui rejette l'extrémisme sous toutes ses formes et qui fait de la pratique religieuse musulmane un facteur de paix et de cohésion au sein de la société. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux. Rachid Latabi et Nisrine Hamdawi. Regardez. Les événements terroristes qui ont secoué l'Hexagone ces dernières années ont fait naître une prise de conscience de l'existence d'un problème auquel il faut répondre urgemment. Pour y parvenir, la France a jugé nécessaire d'engager une large réflexion sur l'islam dans le pays. En cette période, la France cherche à poser les jalons de l'organisation de ce qu'elle appelle l'islam de la République. L'heure est aujourd'hui à la consultation des différentes instances représentatives de l'islam dans le pays. La communauté musulmane d'origine marocaine, à travers l'Union des mosquées de France, prend les devants. C'est la seule fédération à avoir présenté des propositions fondées et concrétisables, avec la ferme volonté d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons dit qu'il fallait rajouter l'échelon départemental et peut-être aussi c'est par mes origines marocaines. Nous savons que la religion musulmane est organisée au niveau du Maroc en se basant sur le Majalis al-Ilmiya. Sur la partie financement, nous avons fait également plusieurs propositions. L'une également aussi s'inspire des waqf et des habous du Maroc. L'imam, il est considéré de la même manière que tous les autres fidèles, il n'a pas un statut privilégié. Autre point important mis en avant par l'Union des mosquées de France, la formation des cadres religieux. Consciente de l'expertise marocaine dans ce domaine, la France avait envoyé des apprentis imams à Rabat pour bénéficier d'une formation au sein de l'Institut Mohammed VI de la formation des imams. Cette coopération reflète la confiance qu'inspire le modèle religieux marocain aux autorités françaises. J'ai moi-même eu la chance, il y a quelques semaines, de visiter l'Institut de formation des imams, où on vient du monde entier pour se former. Cette formation qui est fidèle à la parole du Coran, validée ensuite par un semestre dans les universités françaises, eh bien, permet de s'assurer que le discours qui est tenu correspond effectivement à la parole du livre. Je crois que le Maroc est le bon exemple. Si j'ai tenu à venir à la mosquée Mohammed VI, c'est bien précisément parce que je pense que le modèle marocain de ce point de vue-là peut inspirer la réflexion qu'on doit mener en France. Et historiquement, d'ailleurs ce n'est pas nouveau, c'est une tradition ancrée profondément que Sa Majesté Mohammed VI aujourd'hui perpétue également. Depuis son inauguration, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne ne cesse de s'ouvrir sur son environnement, notamment à travers les journées portes ouvertes qu'elle organise à l'adresse du grand public et des autorités locales. À sa manière, elle apporte sa contribution à la réflexion menée en France sur l'islam et sa réorganisation. On insiste sur la notion d'ouverture parce que c'est le socle même de l'esprit de l'islam. C'est tout le travail comme aujourd'hui des journées des patrimoines qui permettent justement d'avoir une lecture de textes, de compréhension des textes pour permettre justement que la population dans son ensemble comprenne aujourd'hui ce qui est le vrai islam. C'est pas un islam de caricature, c'est un islam de profondeur, de philosophique, de spiritualité, sociale, d'attention à l'autre. C'est cet islam-là qui est revendiqué et qui est porté par la communauté marocaine tout particulièrement.
particulièrement à travers sa propre histoire. La grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est donc un exemple vivant de ce que recherche la France actuellement. Un modèle d'un islam éclairé, d'ouverture et de dialogue qui a toute sa place au sein d'une société laïque. Et retour au Maroc, ouverture à Jrada d'une foire régionale de l'artisanat. Des centaines d'artisans y exposent leurs produits, des produits qui mettent en avant leur savoir-faire ainsi que le riche patrimoine culturel local et national. L'événement offre effectivement un panorama de tous les métiers de l'artisanat provenant de plusieurs régions du royaume comme la poterie, la maroquinerie, la tapisserie ainsi que les produits de terroir. Rachid Latabi et Zakaria Moqimbillah. Des costumes traditionnels, des caftans et des djellabas typiques du savoir-faire des artisans de l'oriental. Dans cette foire régionale, la couture traditionnelle occupe une place de choix. Elle est déclinée sous différentes facettes. L'art de la broderie est aussi mis en valeur. Les visiteurs peuvent apprécier le travail des femmes artisanes pour la confection de ces articles, reflet de l'identité culturelle de la région. Nous présentons la célèbre blouse Oujdi. Nous voulons redonner vie à un patrimoine ancien et les clients apprécient. C'est notre première participation à la foire régionale de l'artisanat. L'objectif est de montrer ces produits afin de mieux les faire connaître. La foire se tient sur une superficie de 1200 mètres carrés et accueille une centaine d'exposants. Un choix d'articles très varié est proposé, allant des produits utilitaires aux objets d'art et aux produits de gastronomie. Cet événement vise à mettre en exergue l'expertise des artisans locaux, à faire connaître leurs produits et contribuer à augmenter leurs revenus. Nous travaillons des produits à base d'alpha. Cette foire est l'occasion de vendre ces produits et de gagner de nouveaux clients. Cette foire régionale est de nature à créer une dynamique économique importante, car les artisans locaux ont parfois des difficultés à commercialiser leurs produits. Ici, l'affluence est au rendez-vous. Cet événement se poursuit jusqu'au 30 de ce mois et constitue un lieu de rencontre pour les artisans. L'initiative permet également de promouvoir la dynamique socio-économique et la diversité du patrimoine culturel national. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Raïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.